Nous avons donc avec nous en ligne Monsieur Jean-Marc Fournier qui est le PDG de l'Institut de développement urbain du Québec. Bienvenue, Monsieur Jean-Marc Fournier. Ça fait plaisir, bonjour. Alors, mais bonjour, Monsieur Fournier, je sais que vous êtes très occupé, mais il y a une question qui fait débat à Montréal. On cherche à revitaliser les espaces commerciaux, le centre-ville, en fait l'espace commercial de Montréal, où il y a pas mal de locaux qui restent vacants et ça fait très laid à Montréal. C'est un espace qui est dévitalisé et comme proposition, on dit que si les locaux étaient augmentés de taxes, ça mettrait davantage de pression sur les propriétaires de manière à les louer. C'est une Euh, proposition. oui, écoutez, il est difficile d'imaginer que les propriétaires ne veulent pas louer leurs locaux. Ils ont des locaux et ils souhaitent les louer. S'il arrive parce que il y a, par exemple, pas suffisamment de monde dans un quartier, pas de masse critique pour faire vivre tous les commerces qui ont été planifiés dans la planification de la ville, là, on a un problème qui ne peut pas se régler par une taxation, qui se règle par une meilleure planification. Si on est dans une période comme celle qu'on vient de vivre avec la pandémie, vous avez fait référence au centre-ville, lorsque vous enlevez les touristes et les employés de bureau pendant 2 ans, vous enlevez 60% de ceux qui font vivre les commerces. Alors, imaginez aujourd'hui, alors qu'on espère la relance à compter de maintenant, là, ça fait 2 semaines que les masques ont tombé, si vous me permettez l'expression, c'est certainement pas en augmentant un fardeau foncier qu'on va aider la chose. Là. Il faut ramener le monde, il faut aider les commerçants. Il y a la pénurie de main-d'œuvre qui affecte beaucoup les restaurants, ça fait partie de tout ça. Il y a beaucoup de ces commerces-là qui étaient avant des restaurants. Alors, on n'est pas franchement dans une période où on doit donner des coups de bâton, mais on est plutôt dans une période où il faut donner des coups de main. Et je pense que c'est d'ailleurs la manière dont la Ville de Montréal envisage l'avenir en ce moment. Je constate, comme plusieurs, notamment que Mme Plante, la mairesse, s'est réservé la responsabilité de la relance du centre-ville. Et à mon avis, là, je n'ai pas vu de velléité à vouloir augmenter des taxes pour arriver aux fins qui sont visées, soit celles d'un meilleur dynamisme économique. Le choix est plutôt d'augmenter le nombre de résidents, notamment au centre-ville, pour assurer une résilience à l'aspect commercial et culturel distinct du centre-ville, et donc des moyens incitatifs. Monsieur Fournier, on peut être à l'affût et surtout voir ce qui a été fait ailleurs pour ne pas avoir à vivre. Exemple, Vancouver. Vancouver est passé à la vitesse V parce que effectivement, on a compris qu'il y a des propriétaires, tout comme dans le milieu de location, de location de résidences privées, on a connu une flambée des prix. On se dit que peut-être il y a des propriétaires de commerce qui refusent de louer tout simplement pour y aller d'un achalandage, d'une forcer la demande et puis obtenir des prix élevés pour leurs locaux. Et c'est peut-être bien de voir qu'est-ce qu'il en est exactement ici à Montréal. Moi, je suis pas en défaveur que les gens fassent des études. La question de l'entrevue est celle d'utiliser la taxation, donc un fardeau supplémentaire. Vous faites un lien avec l'habitation. Dans le cas de l'habitation, la demande dépasse largement l'offre. C'est-à-dire qu'il y a pénurie de logements. Et donc, ce qu'il faut, c'est augmenter l'offre. C'est ce que nous, à l'IDU, on souhaite, qu'il y ait une capacité d'aider à ce qu'on puisse ajouter en offre. Ça, c'est un élément. Et dans l'offre, il y a entre autres le soutien gouvernemental du gouvernement du Québec
pour le logement social, c'est sa responsabilité et le besoin est beaucoup plus grand que l'effort financier qu'il fait. Ça, donc, on voit bien que c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. La demande étant plus forte que l'offre. Lorsque vous arrivez dans les commerces, là, vous avez un problème inverse. C'est-à-dire que la demande, en ce moment, pour les commerces, je vous fais référence au fait qu'avec la pandémie, il y en a plusieurs qui sont fermés, qui ne sont pas réouverts. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en plus qui l'affecte. Au centre-ville, il y a toujours un manque de clients. Et dans ce cas-là, donc, l'offre dépasse la demande. Alors, il faut regarder chacun des domaines. Et bien que parfois, on peut dire, on va taxer ceux qui veulent pas louer, mais la taxation s'applique aussi à ceux qui veulent louer, mais qui n'y arrivent pas. Alors, vous allez donc, par exemple, pour un propriétaire qui aurait quelques commerces différents, certains locaux sont loués, d'autres le sont pas, il va imposer, parce que ça va être réparti, cette taxe-là, il va l'imposer probablement en surcharge, même pour les commerces qui existent, qui vont mettre à mal leur rentabilité. Alors, honnêtement, je pense que lorsqu'on utilise dans une ville comme Montréal, qui connaît déjà le record des équilibres entre la taxation résidentielle et non résidentielle au Canada, dans une province comme le Québec, où on puise plus d'argent dans l'impôt foncier que n'importe où ailleurs au Canada, proposer d'ajouter des taxes foncières, pour nous, semble probablement le dernier élément auquel on doit recourir. Et probablement, et en fait, c'est ce qu'on favorise, des moyens incitatifs, des coups de main, plutôt que des difficultés qui vont peser davantage sur la rentabilité. Mais, Monsieur le Président, le PDG de l'Institut de développement urbain du Québec peut aussi prévoir que probablement qu'il y aura un certain nombre de commerces qui ne reviendront pas comme avant la pandémie, c'est-à-dire le travail en présentiel. Il y a un certain nombre, malgré les incitations à revenir en présentiel, qui vont rester dans le même type de travail à la maison, n'est-ce pas? Et donc, qui va rester des locaux commerciaux vides. Est-ce que ça serait une bonne chose que la ville de Montréal puisse changer la vocation de ces locaux-là et envisager, puisqu'il y a une demande pour le local non commercial, mais d'occupation privée, qu'on puisse donc changer la vocation de la plupart de ces locaux-là et peut-être l'incitation, ça serait de permettre à ces propriétaires de louer pour l'habitation. Il est évident que l'avenir des quartiers, vous entendez souvent parler des quartiers de proximité, les quartiers de 15 minutes que Carlos Moreno a mis de l'avant, notamment lors de la COP de Paris, toute la façon de revoir les quartiers permettant de l'usage multiple, c'est-à-dire que tout près de chez soi, on puisse faire vivre, et même certains proposent que dans le même bâtiment, on ait commerce, bureau, école, garderie, résidence. On envisage la mixité fonctionnelle à la verticale, mais certainement la mixité fonctionnelle dans le quartier. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on entend souvent parler des immeubles à bureaux, peut-être de catégorie C, qui pourraient être requalifiés pour faire du résidentiel ou faire du commercial, bureau, résidentiel. Je pense que les autorités municipales peuvent très certainement favoriser une nouvelle façon de voir le zonage, qui ne serait pas juste un zonage exclusif, ici tu habites et là-bas tu commerces, mais que ce soit tout près de chez soi. Parce que si vous réussissez à avoir une masse critique de personnes qui ont à 15 minutes à pied ou à vélo accès à plein de services publics ou de services privés, ce sont autant de déplacements qui ne se font pas en automobile. Si vous êtes à Montréal, vous avez accès, et on peut aller encore plus loin dans la desserte de transport structurant. Encore une fois, l'utilisation de l'auto est encore moins requise. Ces développements de quartiers de proximité, ce sont les moyens de changer les milieux de vie pour l'avenir, parce qu'on sait que la crise climatique
appelle à changer nos modes de vie. Ça ne sera pas ailleurs que dans nos milieux de vie. Alors, à la question que vous posez, je pense que les autorités municipales, que ce soit celles de Montréal, de Québec, de Sherbrooke ou de Toronto ou d'ailleurs, doivent envisager de favoriser la requalification, ne serait-ce que parce que cela permet d'améliorer la qualité des services de proximité qu'on peut avoir tout près. Et donc, je pense que le point que vous suivez, il est certainement un point à considérer et très certainement qui correspond à l'avenir climatique. Aujourd'hui, les gouvernements multiplient les cibles. Bientôt, il va bien devoir y avoir des actions pour atteindre ces cibles. Je pense que de favoriser les quartiers de proximité, notamment en permettant, comme vous le dites, la requalification d'immeubles qui autrefois étaient dédiés soit au bureau, soit au commerce, ou même à l'industrie, pour pouvoir en faire des milliers de lieux d'usage. Je pense que c'est la direction à prendre. En général, les gens en affaires sont là pour, et c'est bien normal, pour faire des sous. S'ils sont surtaxés, en général, la pratique, c'est de refiler la taxe et même la surtaxe aux consommateurs, non? C'est lorsque vous mettez de l'essence, c'est toujours ce qui se passe. Les gouvernements qui imposent les taxes et les impôts savent bien comment fonctionne le système. Et vous savez, si c'était différent au Québec, si on disait ici, les taxes qu'on impose aux créateurs d'emplois ne pourront pas être transmises aux consommateurs, il est bien possible que les autres juridictions, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Maine, tous ceux qui nous environnent ne procéderont pas à cela. Et donc, là, c'est tout le secteur économique qui va être mis à mal. Et si le secteur économique québécois était en panne, il n'y aurait plus de mesures sociales possibles. Alors, je pense qu'il faut regarder le problème différemment. Il faut se dire jusqu'où et comment doit-on imposer un poids fiscal. Je me souviens de Bernard Landry, avec lequel je n'étais pas à l'époque de même famille, de politique, il disait trop d'impôts, plus d'impôts. Alors, il faut se rappeler aussi qu'il y a des voisins, il y a d'autres juridictions, il y a une attractivité économique qui doit toujours être conservée et qu'il n'y a pas, dans le cas des municipalités, c'est le problème, le trop grand usage de la taxation foncière et des redevances foncières appelle à ce qu'il y ait une nouvelle source de financement. Nous, à l'IDI, on plaide pour que le gouvernement du Québec, et il devrait demander au gouvernement fédéral de contribuer, parce qu'il n'y a pas que les grandes villes au Québec qui en ont besoin, ailleurs aussi. Nous, on plaide pour qu'il y ait un programme de transport municipal pour les fins d'habitation inclusive, de transport collectif, d'aménagement urbain et de requalification foncière. Dans la requalification foncière, il y a ce que vous avez évoqué tantôt, le passage d'un immeuble voué à des fins commerciales ou de bureaux qui pourraient devenir résidentiels. Il y a la décontamination, il y a la protection du patrimoine, tous des moyens que les municipalités ne peuvent pas développer, mais que l'impôt général du Québec, par exemple, ou des autres provinces, permet de faire en partageant le fardeau avec l'ensemble de la population pour nous donner justement les quartiers de proximité que la crise climatique demande que l'on crée. Monsieur Fournier, je vais vous laisser aller. Je sais que vous êtes dans une conférence sur l'immobilier. Je ne peux m'empêcher de vous poser la question pour terminer, savoir est-ce que c'est le meilleur véhicule, parce qu'on l'a toujours dit, hein, là où on ne peut presque pas perdre ses sous, n'est-ce pas, lorsqu'on investit dans l'immobilier. Est-ce que c'est encore le cas avec la flambée des prix à laquelle on assiste dans l'immobilier, surtout résidentiel? Votre question est excellente. Elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux jeunes qui n'ont pas de maison et qui posent des questions comment devenir acquéreur. Elle se pose à ceux qui font des constructions et qui, vous savez, jusqu'à il n'y a pas longtemps, lorsque vous vouliez construire des condos, la banque vous disait commence par vendre 72% de tes unités, puis après ça, te donnerai des fonds pour que tu commences ta construction.
ceux qui ont fait ça aujourd'hui disent que c'est impossible. Les coûts dépassent les prix de vente que nous avions avant les hausses des coûts. Alors, la hausse des coûts de construction, à cause de rupture des chaînes de à cause de pénurie de main-d'œuvre, des retards, fait en sorte qu'on est dans une grande complexité dans la propriété résidentielle. Ça va durer un temps. On espère tous que ça sera le plus tôt possible. Mais revenons à vous, à ceux qui écoutent en ce moment, les citoyens qui se demandent comment... Parce que ceux qui ont déjà une propriété, bon, elle a pris de la valeur, mais ceux qui n'en ont pas et qui veulent devenir sur le marché, je pense qu'il y a des préoccupations et des outils qui doivent être développés par les gouvernements. Ça peut être à l'égard de droits de mutation qui ne sont pas prélevés. Il peut y avoir des aides, il peut y avoir différents programmes qui doivent être mis de l'avant pour favoriser justement les premiers acquéreurs. Et c'est pas il n'y a pas des solutions simples, mais où il faut au moins nommer le problème pour que les gens commencent à trouver des solutions. Et en ce moment, les coûts de construction poussent la flambée des valeurs étant tellement haute qu'il faut commencer à trouver des solutions à ça. Jean-Marc Fournier, PDG de l'Institut de développement urbain de Québec. Je vous remercie d'avoir... Pardon. Alors, je dois présenter Jean-Marc Fournier de la bonne manière. Jean-Marc Fournier est le PDG de l'Institut de développement urbain du Québec et pas de Québec. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Fournier. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.